Eh bien, écoutez, bienvenue à ce webinaire consacré au mécanisme du DDMRP pour découvrir ce qui séduit l'industriel avec la planification en flux tiré. Vos hôtes pour vous accompagner seront Florian et moi-même. Donc, je suis Floriane Moll, je suis consultante chez Alchemist depuis 5 ans sur tous les sujets supply chain en général, mais particulièrement sur tout ce qui est planification et ordonnancement en flux tiré. Et en ce qui me concerne, je suis Damien Portman, je suis le cofondateur du cabinet Alchemist, un cabinet en conseil et en organisation qui va fêter son 10e anniversaire à la fin de cette année. Alors, juste une slide, promis pas plus, pour présenter les trois pôles d'expertise historique d'Alchemist. Notre première expertise, c'est bien évidemment la supply chain, et en particulier toutes les questions de supply chain planning, et en particulier sur les modèles de planification en flux tiré. Mais nous avons également une expertise historique sur l'excellence industrielle, en clair, tout ce qui se passe au sein des quatre murs d'une usine. Et notre troisième expertise est plus amont, ça concerne les questions de développement produit, de gestion de projet, de performance, R&D, BE, etc. Mais revenons au sujet de notre webinaire autour du DDMRP. Ce webinaire sera constitué en 4 parties. La première partie se consacrera aux limites du MRP traditionnel qui ont conduit au développement de méthodes alternatives, dont le DDMRP. Et donc, dans la deuxième partie, nous soulèverons le capot du moteur pour découvrir les 5 composantes de cette méthodologie en flux tiré. Dans une troisième partie, nous discuterons des secteurs industriels ou de négoces qui se prêtent le plus au DDMRP, avec des exemples de cas d'usage et de gains. Enfin, pour terminer ce webinaire, nous évoquerons les clés pour réussir la mise en place d'un projet DDMRP. Mais voilà, commençons par les limites du MRP traditionnel. Et là, Floriane, que pouvez-vous nous dire sur les symptômes classiques rencontrés par les industriels ? Alors, il y a 3 symptômes classiques qu'on identifie aujourd'hui. Le premier, c'est déjà, même si tous maintenant ont un ERP qui intègre des grilles de planification, c'est-à-dire que vous pouvez générer dedans des ordres de fabrication ou des commandes de fournisseurs, et ben, on observe qu'en fait, la plupart du temps, vous avez développé des super Excel pour gérer la planification ou l'ordonnancement de votre usine. Et quand on connaît la probabilité d'erreur et de formule dans un Excel, bon, on peut avoir un petit peu peur. Les Excel, on a coutume de dire que c'est un peu comme les lapins, c'est-à-dire que vous en avez un, vous clignez des yeux et vous vous retrouvez avec toute une tribu d'Excel dans l'entreprise et bon courage pour les éradiquer une fois qu'ils sont là. Donc, quand même un symptôme assez dominant. Le deuxième point, c'est quand on regarde les stocks qui sont gérés en MRP, on observe à la fois une dominance d'articles qui sont en surstock, mais aussi beaucoup d'autres articles qui sont, eux, en rupture. Et finalement, on a peu d'articles où on a pile poil le stock qu'on souhaiterait. Du coup, on parle souvent de répartition du modèle des stocks. J'ai à la fois trop de surstock et à la fois trop de sous-stock. Et bien souvent, on se retrouve à osciller, une référence va osciller entre ces deux modes. Je vais être en rupture, mince, je me suis fait taper sur les doigts, j'ai arrêté la prod, je vais pas me faire avoir, la prochaine fois, j'en remets beaucoup. Et bam, je passe de rupture à surstock. Et le dernier, c'est qu'on se rend compte quand même que bien souvent, on a des planificateurs, des approvisionneurs qui s'arrachent les cheveux parce que le planning change tout le temps. Donc, on a sans arrêt des messages contradictoires. Ah non, finalement, j'en ai besoin pour là. Ah non, finalement, pour ça, parce que j'ai une panne machine et donc il faut avancer, il faut reculer cette date. C'est loin d'être un long fleuve tranquille. Donc, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on en arrive là, parce que l'air de rien, le MRP a quand même fait ses preuves pendant des décennies. On pourrait quand même penser que ça reste la méthodologie de référence de planification. Et oui, en effet, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Le MRP, c'est génial. Ça a vraiment révolutionné la gestion de planning au siècle dernier. Il faut savoir que le MRP a été inventé dans les années 50, codé dans les années 60 et s'est généralisé à partir des années 90 avec les ERP. Et donc, ça a été vraiment un game changer pour la gestion de production et de stock. Parce qu'en effet, à l'époque, ça a permis de synchroniser les appros et la production avec la demande. Ça a permis de diminuer les stocks
et d'améliorer la priorité. Donc, sincèrement, on peut franchement dire chapeau bas au MRP qui a fait le job et qui continue aujourd'hui encore à être la référence de planification pour un grand nombre d'industriels. Il y a quand même un souci avec le MRP, c'est que pour fonctionner, pour produire un planning réaliste, doit répondre à 3 conditions nécessaires. La première condition, c'est que la demande est connue et ne change pas. La deuxième condition pour que MRP construise un planning réaliste, c'est qu'il y a suffisamment de temps pour réaliser les appros et la production dans le délai attendu par les clients. Et enfin, la troisième condition, c'est qu'il n'y a pas de variabilité dans l'exécution. Autrement dit, tout se passe comme prévu. Et donc, ces 3 conditions, elles étaient quand même plutôt bien remplies au siècle dernier quand les supply chains étaient beaucoup plus simples qu'aujourd'hui. Or, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est très largement dans un monde VUCA. Alors, je ne sais pas dans quelle mesure tout le monde est familier avec cet acronyme VUCA. Qu'est-ce qu'il signifie, Floriane? Alors, VUCA, c'est l'acronyme pour volatile, incertain, complexe et ambigu. C'est un acronyme qui est devenu assez basique ces derniers temps, vous l'avez sûrement entendu. Mais en gros, ça signifie que on sait qu'il va y avoir des aléas, on sait qu'il va y avoir des crises. La question est plutôt de savoir quand, et là, c'est difficile de prédire l'avenir. Mais on a des exemples, pas plus tard que ces derniers mois, avec notre cher ami président des États-Unis et l'augmentation de ses droits de douane. Il y a quand même de nombreux supply chains dans nos clients, les premiers, qui ont été contraints d'annuler certaines de leurs commandes vers les US et de réorganiser toute cette partie-là. Mais voilà, il y a d'autres crises, le Covid, un bateau qui se met en travers d'un canal de Suez, bon, il peut y en avoir tout plein. Je pense que voilà, vous vous retrouvez certainement derrière ce concept-là. Je pense que ma vie n'est pas un long fleuve tranquille pour vous. Et donc, si on en revient à notre brave MRP qui aujourd'hui évolue dans un monde VUCA, qu'est-ce qui se passe? Si on revient aux 3 conditions, est-ce que la demande est connue et ne change pas? On a bien vu avec Florian à l'instant que c'est rarement le cas. Est-ce qu'il y a suffisamment de temps pour réaliser les appros et la production dans les times attendues par les clients? Bien là aussi, les supply chains étant de plus en plus longues, eh bien ce n'est plus le cas. Ce qui force en fait aujourd'hui la plupart des industriels à mettre des stocks quelque part dans la supply chain pour gagner du temps. C'est également pour cela aussi que, pour se conformer au standard MRP2, on introduit des bornes de planification et on utilise les prévisions pour anticiper les appros et la production. Sauf que le succès est plus que mitigé à l'arrivée. Mais même dans les industries où on a une bonne visibilité sur les cahiers de commande, comme par exemple dans l'aéronautique défense, eh bien là, le MRP aussi montre ses limites parce que on est dans l'industrie complexe, il y a la variabilité dans l'exécution, il y a énormément d'aléas dans la supply chain, que ce soit pour des questions de qualité, par exemple, ou de supply. Et donc, ce qui fait que, eh bien, ça ne se passe jamais comme prévu. Et là, on a des vrais problèmes avec le MRP pour piloter les flux, pour synchroniser les flux, notamment d'ailleurs lorsqu'on est dans des contextes de ramp-up industriel, comme on le voit dans l'aéronautique défense, eh bien, on lance plus d'OF qu'on est en capacité de produire et de clôturer. Résultat, on engorge les usines, on génère de l'encours, on augmente les lead time, les clients sont exaspérés, on passe des semaines, des heures au carré dans des rituels pour synchroniser des plannings. Bref, vous avez compris le tableau. Et on arrive justement au développement de méthodes alternatives en flux tiré pour pallier aux défauts des approches push conventionnelles avec le MRP2. Donc tout le monde connaît le Kanban. Il y a d'autres approches un peu plus confidentielles comme le CONWIP. Et on a surtout le DDMRP qui est aujourd'hui la méthodologie la plus aboutie en flux tiré qui s'est développée au mi-temps des années 90. Donc là, on va consacrer cette deuxième partie du webinaire à découvrir quelles sont les 5 composantes des DMRP. Mais d'abord, avec une question, Floriane, est-ce que les DMRP, est-ce que c'est vraiment une révolution? Alors non, ce n'est pas une révolution en soi. Déjà, on a quand même le MRP dans son acronyme. C'est bien que ça fait un calcul de besoin pour générer des heures de production, de transfert et d'achat. La seule différence, c'est que c'est tiré par la demande. Mais le DDMRP n'est pas parti de zéro d'une feuille blanche et c'est plutôt inspiré de nombreux concepts que vous connaissez peut-être. Donc le MRP, le DRP pour la version distribution. Ça s'inspire aussi des bonnes pratiques du Lean et du Kanban, de la théorie des contraintes ou encore du Six Sigma.
Donc, on en a pris le meilleur de tout ça pour en faire une nouvelle méthodologie. Et maintenant, on rentre plus dans le détail de cette méthode. Elle va se décomposer en 5 grandes étapes qu'on va vous expliquer un peu dans les minutes qui arrivent. On commence par positionner ce qu'on appelle les stocks de découplage. On les dimensionne, on fait des ajustements dessus, ce qui nous permet de générer des ordres et de suivre ces ordres. Damien, je te laisse peut-être commencer par nous expliquer comment positionner des stocks de découplage. Avec plaisir. Il faut rendre grâce à la méthodologie des DMRP d'avoir remis au goût du jour cette bonne pratique des points de découplage. Ce n'est pas une invention du DMRP, c'est une pratique vieille comme le monde de la supply chain qui a compris depuis longtemps que dans la supply chain, on a des effets coup de fouet ou l'effet bullwhip que vous avez peut-être expérimenté avec le fameux jeu de la bière. Mais voilà, on a une volatilité qui est intrinsèque dans le monde de la supply chain et la meilleure pratique pour stopper la propagation de la variabilité, eh bien, c'est mettre des stocks positionnés aux bons endroits, autrement dit, des points de découplage pour protéger une supply chain de ce qui peut se passer en amont ou en aval. Et donc là, la première question qu'il faut se poser, c'est où dans ma supply chain je dois positionner mes points de découplage. Et là, la méthodologie met en avant 6 critères pour ce faire. Mais après avoir positionné mes points de découplage, il faut les dimensionner. Effectivement, parce que le dimensionnement va vous permettre de déterminer combien est-ce qu'on en recommande. Donc là, si vous êtes en MRP, vous allez sûrement développer un super Excel maison pour calculer vos stocks de sécurité. Ou alors, ça se fait au doigt mouillé de votre planificateur ou avec la méthode du genou. Bon, en DMRP, ça se calcule de manière assez mathématique. Et surtout, on calcule 3 zones différentes. Une zone rouge, une zone jaune et une zone verte. Ces 3 zones vont se baser sur un certain nombre de paramètres, dont le délai, ça paraît assez logique, le délai de l'article, la quantité minimum de commandes, suivant combien est-ce que vous devez en recommander chez votre fournisseur ou votre taille de lot de production, la consommation, évidemment. La petite nuance qu'apporte le DMRP là-dessus, c'est que je peux calculer une consommation soit en regardant mon historique, donc une consommation moyenne jour, en regardant ce qui s'est passé dans le passé, et c'est ce que font la plupart de nos clients qui n'ont pas forcément de prévision. Ou alors, j'utilise une consommation basée sur mes prévisions. Donc, je regarde plutôt devant moi. On a eu le cas, par exemple, chez un client qui faisait ça parce qu'il avait la chance d'avoir des prévisions fermes, donc des commandes fermes sur un horizon assez lointain et qui, en plus, était en situation de plutôt croissance. Donc, ce n'était pas logique de regarder son historique. Donc, en tout cas, on prend bien en compte la consommation de l'article, mais on prend aussi en compte sa variabilité parce qu'on considère que ça n'a rien à voir devant nous. 100 pièces tous les jours ou 100 pièces tous les 15 jours. Mais voilà, une fois qu'on a défini un premier dimensionnement, il n'est pas figé absolument pas en DDMRP. Damien, je te laisse expliquer. Et oui, ça fait partie, à titre personnel, des fonctionnalités que j'adore avec le DDMRP parce que en réalité, on ne peut pas se prétendre tiré par la demande si on ne fait pas évoluer les flux et les stocks au plus près justement de cette demande réelle. Et donc, en DDMRP, c'est justement se font potentiellement tous les jours. Alors, je vous rassure, c'est pas fait avec une petite calculatrice, mais par des solutions du marché qui vont notamment faire évoluer chacune des zones rouge, jaune, vert des buffers en fonction de l'évolution, par exemple, de la consommation moyenne journalière. Mais surtout, des fameux ajustements plutôt planifiés, qu'on appelle nous une intelligence de planificateur qui, comme il se voit du temps dégagé par toute la partie transactionnelle, parce que l'outil va lui-même proposer des ordres de fabrication, des ordres d'approvisionnement, et en fait, ça laisse le temps au planificateur d'avoir une bien plus grande valeur ajoutée dans le dimensionnement de ces buffers en tenant compte, par exemple, d'événements connus du côté de la demande, une promotion, par exemple. Il peut également anticiper la production sur des événements connus, une maintenance préventive, par exemple, ou sur des contraintes d'approuve parce que tel fournisseur va s'arrêter ou il y a le nouvel an chinois, des choses comme cela. Donc, c'est la troisième composante du DDMRP, c'est l'ajustement dynamique. Maintenant, une fois que c'est fait, commence finalement la vraie vie de la planification et c'est la quatrième brique, Floriana. Tout à fait. Donc, si on prend le cas du MRP, vous générez un ordre dès qu'on va détecter une prévision dans l'horizon de l'article. Et là, si les prévisions s'avèrent fausses, ce qui est un peu le cas quand même des prévisions, eh ben, on va se retrouver avec des surstocks et on a produit des choses qui ne vont absolument pas se vendre. En DDMRP, c'est différent. On commence par calculer tous les jours ce qu'on appelle une équation de flux. On prend les stocks actuels, on y ajoute les réapproves que vous avez déjà passés et on enlève la demande. Mais attention, on ne parle pas de n'importe quelle demande.
on prend uniquement ce qu'on appelle la demande qualifiée, qui est ma demande dans le passé, que j'ai en retard, la demande que je dois servir aujourd'hui, et éventuellement des pics de demande que je vais avoir dans les prochains jours que je connais déjà. Ensuite, on compare cette équation de flux par rapport aux 3 zones du buffer. Et là, c'est très simple. Si mon équation de flux est dans la zone verte, j'ai rien à faire. Quand je commence à être dans la zone jaune, c'est une alerte disant il faut repasser une commande fournisseur pour que mon équation de flux remonte à ce qu'on appelle le top du vert. Si je suis dans le rouge, c'est cata, il faut absolument passer la commande. L'objectif, c'est de passer une commande quand on est dans le jaune, parce que dans le jaune, vous avez encore le stock qui vous suffit pour tenir jusqu'au prochain réappro. Donc là, si vous regardez bien, à aucun moment je vous ai parlé des prévisions. On utilise dans l'équation de flux uniquement de la demande ferme. Par contre, on n'est pas en train de dire que les prévisions ne servent à rien et sont inutiles en DDMRP, loin de là. Rappelez-vous tout à l'heure, quand on a parlé du dimensionnement des stocks, on a bien parlé qu'un stock pouvait être dimensionné sur des prévisions. Mais par contre, les prévisions ne servent plus à déclencher un réapprovisionnement. C'est vraiment la demande ferme qui va le déclencher. Donc voilà, une fois que vous avez vos commandes fournisseurs, vos OF, vos ordres de fabrication qui sont passés, la vie ne s'arrête pas là. Il faut les suivre pour vérifier qu'elles arrivent en temps et en heure chez vous. Absolument. Nous arrivons à la 5e et dernière brique du DMRP qui est le suivi des ordres, le pilotage de l'exécution. Et là, en fait, la méthodologie, c'est doter d'un ensemble d'alertes pour aider l'utilisateur à piloter l'écoulement du flux, quitte à revoir les priorités si besoin. Gestion des priorités, le mot est lancé parce que comment ça se passe dans le monde du MRP? Eh bien, les priorités sont définies par la date due et ce qui est d'une certaine manière assez logique. Mais que se passe-t-il si plusieurs OF sont dus pour la même date? Je suis chef d'équipe, je suis ordonnanceur. Comment je fais pour prioriser tel OF plutôt que tel autre? Est-ce que je regarde en fonction du chrono de mon OF? Est-ce que je regarde parce que c'est la pièce du chef ou parce que c'est le commercial qui a crié le plus fort? Enfin bref, on voit bien qu'il n'y a aucune approche parmi celles mentionnées qui permet vraiment de distinguer les vraies priorités entre un OF ou un autre qui sont dus pour la même date. Mais même au-delà de ça, une question qu'on aime bien poser, c'est est-ce que vous préférez un fournisseur qui vous livre à l'heure ou un fournisseur qui ne vous met jamais en rupture? Vous voyez la différence? Parce qu'effectivement, lorsque vous avez lancé l'ordre d'appro, c'était généralement souvent basé sur une prévision, qui n'est pas toujours juste, comme le disait Florian à l'instant. Mais qu'est-ce qui se passe si j'ai consommé un peu plus que prévu ou un peu moins que prévu? Eh bien, dans ce cas-là, mon ordre d'appro risque de n'être plus être adapté à mon besoin réel. Alors qu'en DDMRP, en revanche, les alertes sont toujours en lien avec le flux, pour toujours éviter une rupture du flux de production ou de livraison de nos clients. C'est comme ça qu'on a toute une batterie d'indicateurs très visuels, jaune, rouge, avec un pourcentage qui permet là aussi de prioriser les différentes alertes et qui me permettent, là, dans cet exemple-là, de savoir par exemple quels sont les buffers de stock qui sont le plus à risque, qui vont me permettre d'orienter les OF pour compléter ce buffer de stock. On arrive donc à la fin de cette deuxième partie du webinaire où, en synthèse, on a vu les 5 grandes briques du DDMRP avec des questions d'ordre stratégique. Où est-ce que je positionne mes stocks de découplage? Des questions plus tactiques pour dimensionner et ajuster dynamiquement ces stocks. Et enfin, la partie opérationnelle de planification, de génération des OF, des ordres d'appro et enfin le suivi de l'exécution. À ce stade, vous posez peut-être la question de c'est là bien sympa tout ça, mais est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que c'est fait pour mon industrie, pour répondre à mes cas métiers, à mes problématiques? C'est l'objet de cette troisième partie du webinaire où on va évoquer avec vous quelques cas d'usage classiques et des gains. Donc souvent on nous pose la question, mais vous, messieurs les consultants, quels sont les secteurs industriels qui bénéficient le plus de DDMRP? Donc là, forcément, on vient avec notre réponse classique de consultant, ça dépend. Bah oui, parce que sincèrement, on ne veut pas être dogmatique. On n'est surtout pas dogmatique. J'insiste, le MRP a fait ses preuves. Le MRP, c'est très bien. Le MRP aura bien évidemment encore de belles heures devant lui. Donc, le MRP peut être encore très bien pour certains acteurs industriels. Maintenant, c'est vrai que le DMRP va s'imposer assez naturellement, notamment lorsque on est dans un environnement VUCA. On a vu, lorsque vous avez une demande qui est peu lisible, qui est très volatile, lorsque vous avez des délais courts, c'est là où le DMRP est vraiment différenciant par rapport au MRP conventionnel qui arrive assez rapidement en limite dans un environnement VUCA.
Pareil, lorsqu'on est dans une industrie complexe, comme dans l'aéronautique, comme dans la défense, mais il y en a d'autres, quand on a des gammes longues, quand on a du mal à piloter les flux, à synchroniser les flux, notamment lorsqu'on est dans du job shop, dans du spaghetti, avec des gammes alternatives, avec de nombreux aléas. Là, le MRP, sincèrement, et même les outils d'ordonnancement classiques sont en limite, sont en rupture pour piloter ces flux-là. Et là, DDMRP est vraiment, vraiment différenciant, surtout quand on connecte à l'outil de planification DDMRP à un outil d'ordonnancement de type DBR, Drum Buffer Up. Vous savez, c'est l'ordonnancement qui a été popularisé par Elie Goldratt, basé sur la théorie des contraintes. Donc voilà, donc DDMRP plus DDBR, c'est tout à fait pertinent pour l'industrie complexe. Maintenant, pour être un peu plus précis ou concret, avec quelques cas métiers où DDMRP est pertinent, je laisse la parole à Floriane. Donc, quelques exemples du côté des approvisionnements. Le premier exemple qu'on peut citer, c'est j'ai un énorme portefeuille de matières premières à gérer ou d'articles à gérer. J'arriverai pas à faire tout dans ma journée. Et bien, je sais de manière très claire lesquels sont les plus urgents. Je vais d'abord commencer par approvisionner ceux qui sont dans le rouge, qui sont vraiment les plus critiques. Après, il faudra quand même que je traite au plus tôt les jaunes, parce que je risque de devenir critique à un moment ou à un autre. Donc là, c'est un premier gain assez visuel qui permet de prioriser le travail. Deuxième cas qu'on rencontre assez souvent, c'est pour atteindre un franco-fournisseur. Imaginons que vous avez quelques articles à passer chez votre fournisseur qui a un franco de 10 000 € de commande. L'erreur, ça serait, pour atteindre ce franco, d'ajouter quelques pièces sur l'article qui tourne beaucoup parce que, bon, de toute façon, il va se vendre. Sauf que le problème, s'il fait ça, c'est que la fois suivante, cet article-là, il ne vous permettra pas de gonfler votre commande puisque lui sera toujours avec un stock correct et vous n'aurez pas de quoi compléter votre commande. Le DDMRP, lui, vous permet plutôt d'équilibrer vos stocks, c'est-à-dire de faire en sorte de rajouter un peu sur chaque article pour les mettre tous au même niveau. Donc, j'en commande un peu plus sur chaque référence. Donc, on se retrouve à rééquilibrer les stocks et la fois suivante, ils seront tous globalement aussi à recommander. Troisième cas qu'on a vu aussi, qu'on voit régulièrement, c'est vous avez passé une grosse commande chez votre fournisseur avec tout plein de références, mais qui doit vous livrer en plusieurs fois. Il vous contacte, alors l'idéal ce serait qu'il livre vos 3-4 camions d'un coup, sauf qu'en fait il vous contacte en disant ah j'ai un peu plus d'un camion de prêt que je peux t'expédier, voilà toutes les références que j'ai, comment est-ce que je te remplis ton camion, qu'est-ce qui t'arrange le plus? Là, c'est très simple avec le DDMRP, il suffit d'aller voir la position de chaque stock de la commande et de dire celui-là, je suis dans le rouge, je le mets en priorité dans le camion. Si je suis dans le vert, bon, bah, il peut attendre. Et donc, je compose mon camion au plus urgent. Et un dernier cas aussi, c'est pour relancer et anticiper vos commandes fournisseurs. On a vu tout à l'heure, une fois que la commande est passée, ça ne s'arrête pas là. Donc, il faut vraiment prendre le temps de relancer son fournisseur pour s'assurer que ça arrive à l'heure. Mais on peut aussi relancer, du coup, anticiper une rupture. Le DDMP va vous dire attention, j'en ai consommé plus que prévu, je risque d'être en rupture avant la date prévue du fournisseur. Donc là, c'est toujours pareil, c'est les trois couleurs très simples du DDMRP rouge ou vert qui vont vous permettre de prioriser ces relances fournisseurs. Donc, ce sont quelques exemples parmi d'autres de cas d'application classiques où DDMRP apporte une vraie valeur ajoutée auprès des approvisionneurs, mais il en est de même aussi sur des fonctions de production. Tout à fait. Du côté de la production, on peut avoir l'intérêt pour répartir un stock équitablement. C'est-à-dire que, imaginons que vous avez un semi-fini qui est commun à plusieurs produits finis, mais vous n'avez pas assez de semi-finis pour tous les produire. Ok, bah, du coup, quel produit fini je priorise? Bah, c'est très simple, c'est pareil. On regarde le positionnement des stocks de mes produits finis. Plus mon produit fini est dans le rouge, plus c'est lui que je vais faire en priorité. Donc, je vais peut-être sélectionner 2 rouges qui vont me permettre de consommer entièrement le peu qui me reste de semi-fini. Et les autres vont attendre que je réapprovisionne mon semi-fini. On peut aussi utiliser le DDMRP pour optimiser le remplissage d'une ressource. On a des clients, par exemple, qui ont un four. Bon, bah, le four, il faut que je le remplisse et j'ai un certain nombre d'OF au pied de ma machine. Je vais remplir dans mon four, bah, en priorité, les articles qui sont dans le rouge. Et les articles qui sont plus dans le vert attendront la fournée suivante. Ça marche si on a une file d'attente un peu multiple, mais je peux avoir aussi une file d'attente unique. Je pilote ma priorité d'une ressource où je passe mes OF un par un. Bah, j'ai 10 OF au pied de ma machine. Dans quel ordre mon chef d'équipe doit faire ces OF? Bah, je commence par l'OF qui est dans le rouge avant de faire un OF qui est dans le vert. Autre cas aussi qu'on a vu chez des clients qui utilisent le DDMRP, ça a permis de faire du nettoyage dans les OF
qui étaient déjà créés. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient créé des OF dont on n'avait absolument pas besoin tout de suite, sauf que bon, une fois qu'ils sont donnés à la production va chercher à les produire. Mais du coup, on va utiliser notre machine à faire quelque chose dont je n'ai pas besoin. Là, on a un visu disant attention, cet article il est dans ce qu'on appelle dans le bleu, c'est-à-dire que je suis au-dessus de mon vert, j'en ai vraiment pas besoin. Et on a fait tout un nettoyage comme ça, rapidement, pour se dire ok, cet OF, en fait, je préfère le supprimer tout de suite, comme ça, mes machines se concentrent sur les OF dont j'ai vraiment besoin. Et j'utilise ma capacité machine à faire autre chose que cet article qui est dans le bleu. Donc voilà, là, ce sont juste quelques exemples pratiques. Il y en a plein d'autres. Chaque industrie va avoir des cas spécifiques. Par contre, ils se retrouvent tous sur un point, c'est que ça leur a apporté vraiment des gains. Bah oui, c'est extrêmement important pour vous, en tout cas, de mettre en lumière les gains, et c'est possible des gains quantitatifs sans être trébuchant, avec la mise en place de DMRP. Parce que, soyons honnêtes, vous n'allez pas mettre en place des DMRP parce que c'est à la mode, parce que c'est la chouette qui a des jolies couleurs, ou parce qu'un consultant est passé par là pour vous dire il faut passer au DMRP. Non, souvent, les comités de direction ont besoin de business case, ils ont besoin d'avoir une vision claire sur ce que vous allez gagner. Et les gains quantitatifs, ils portent d'abord et avant tout autour du service client. C'est vraiment la très grosse valeur ajoutée de cette méthodologie, c'est que ça permet d'améliorer les OTIF, les OTD, les taux de service de manière générale. Et en même temps, on va optimiser les stocks. Non seulement j'ai remis le client, mais j'ai réduit mes stocks. Alors là, c'est difficile de vous donner des chiffres. Même s'il y a des benchmarks qui existent dans la nature, mais on s'en méfie beaucoup de ces benchmarks. En tout cas, nous, on a vu des exemples où on a baissé les stocks de 10%, 20%, 30%, jusqu'à 50%, et en tout en améliorant les taux de service. Une petite quand même réserve, c'est que quand on réduit les stocks, ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait pas immédiat. Il faut souvent attendre quelques lead time pour que les stocks se résorbent. Notamment, il faut toujours du temps pour résorber les surstocks. Et des fois, il faut même investir dans des stocks, notamment sur les références qui tournent le plus. Mais vous avez également des gains qualitatifs qui sont extrêmement précieux aussi, notamment pour les planificateurs, les approvisionneurs, mais même pour les chefs d'équipe en production qui cessent de se battre avec des plannings irréalistes et des changements incessants. Avec des DMRP, on gagne de la visibilité sur le flux, on voit en un coup d'œil les priorités et in fine, on gagne en sérénité. Nous arrivons à cette quatrième et dernière partie de ce webinaire consacré au DDMRP, où là, peut-être qu'à ce stade, vous dites « Ah peut-être que c'est sympa, mais y compris chez moi, le DDMRP, comment je fais pour le mettre en place ?» Alors, un message clé qu'on souhaite faire passer à ce stade, c'est que ce n'est pas que un projet IT. Même si il existe aujourd'hui des solutions du marché qui sont extrêmement séduisantes, très simples, très visuelles, ça ne suffit pas. Un projet Flux-Tiré, c'est un vrai projet de transformation supply chain. On a consacré à ce propos un webinaire avec Florian il y a quelques temps. Je vous encourage d'ailleurs à scanner ce QR code que vous voyez à l'écran et qui détaillait les 8 secrets pour réussir un projet en Flux-Tiré. Mais en quelques mots, c'est important d'être au clair sur les enjeux business. C'est ce qu'on faisait à l'instant. Vous n'allez pas faire un projet Flux-Tiré, un projet de DMRP que pour faire plaisir. C'est parce que vous visez des enjeux, des gains clairs en termes de taux de service, en termes de réduction de stock, en termes de qualité de vie ou sérénité de vos équipes. Voilà, donc il faut être au clair sur vos enjeux business. Aussi, la conduite du changement est absolument majeur. On ne passe surtout pas d'une approche flux poussé dans laquelle on a tous été biberonnés avec le MRP2 à du demand driven. Ce n'est pas du tout si intuitif que ça. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Et donc, la conduite du changement doit vraiment être soignée aux petits oignons pour réussir un projet de demand driven. Avec une équipe projet qui est staffée, qui est formée, un système d'information, bien évidemment, avoir détaillé des processus métiers. On a pu aussi ajuster aussi l'organisation parce qu'on a vu que les métiers des planificateurs évoluent. La gouvernance avec des KPIs qui sont orientés flux et non plus orientés coût, c'est également quelque chose qui est important. Et enfin, le DMRP, il faut être conscient que c'est juste une brique, une méthode de calcul de planification comme l'est le MRP et que ça s'intègre dans une architecture de planification beaucoup plus large. Donc, il faudra connecter le SNOP avec le DMRP et de la même manière, il faudra connecter le MRP à l'ordonnancement avec la production lorsqu'on a un environnement de production, d'où le DPR. J'en dis pas plus parce qu'à un moment donné, il faut savoir par quoi démarrer. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs manières de commencer. On peut faire des diagnostics ou études d'opportunité pour vérifier que le DDMRP s'applique bien dans tel contexte.
si c'est bien une des solutions à vos problèmes. Ça permet aussi de montrer ce que le DDMRP peut apporter. Dans le même esprit, on peut faire des simulations. C'est-à-dire qu'on rejoue le passé. Vous avez eu tant de valeurs de stock en gérant en MRP. Voilà ce que vous auriez pu avoir si vous aviez utilisé du DDMRP. Ça permet un peu de quantifier, d'objectiver certains gains et surtout de se rendre compte des pratiques d'aujourd'hui versus ce que ça pourrait donner en DDMRP. On peut aussi réaliser des sessions de serious game. Ça permet un peu d'expliquer simplement ce qu'est le DDMRP. Et là, pour le coup, on a pour habitude de convier un public plus large que la supply chain. On a parfois la direction qui vient, on a des commerciaux, on a la production qui est conviée parce que ça reste un jeu qu'on a développé et qui est assez ludique et qui vraiment explique en quelques mots très simples ce qu'est le DDMRP. On organise aussi des formations pour vraiment donner toute la théorie, généralement plutôt du coup aux personnes qui vont vraiment là utiliser le DDMRP ensuite, donc des approvisionneurs ou des planificateurs. On peut aussi vous aider à choisir sur quel site je commande. Si je suis multi-site, sur quel site je commence, pardon. Est-ce que c'est mon usine A ou mon usine B qui est plus éligible au DDMRP? Ça, on peut le travailler ensemble. Et enfin, on vulgarise au maximum tous ces concepts dans des articles sur notre site. Ça peut nourrir aussi vos réflexions. Donc, il y a plein de manières différentes. N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez discuter de la meilleure option pour votre cas, qui dépend vraiment de votre maturité, de l'investissement de votre direction, de votre contexte et de tout ça. Merci Floriane. Alors effectivement, pour nous contacter, vous avez nos coordonnées qui apparaissent à l'écran. N'hésitez pas aussi à consulter notre site web en scannant ce QR code. Et donc, on arrive maintenant à la dernière partie de ce webinaire où nous répondrons avec grand plaisir à vos questions. Alors, on a une question de Guillain sur comment gérer les péremptions dans les buffers. Là, il y a plusieurs réponses. Ça se fait plutôt avec l'outil que vous aurez choisi parce que on n'a pas forcément détaillé, mais il y a, on va dire, 3 principaux outils aujourd'hui sur le marché du DDMRP en France et aux alentours. Ils ont eux-mêmes rencontré des tas de cas clients et donc fait progresser et améliorer leurs outils. Et donc, chacun a sa manière de gérer des péremptions. Mais en tout cas, j'ai déjà vu dans plusieurs outils. Il y en a qui enregistrent, qui font remonter de votre ERP la date de fin de péremption de chacun de vos lots et qui les sortent en fait j'ai un client là qui a par exemple une expiration au 31 octobre, et ben on considère qu'au 31 octobre, on n'aura plus ces articles dans le stock, libre à la qualité de dire, enfin en tout cas, on a de quoi nous donner l'info à la qualité de dire attention, moi j'arrive bientôt à expiration de ce lot, est-ce que vous êtes capable de nous le prolonger ou est-ce que je le réapprovisionne? Mais en tout cas, on a l'info et chaque outil va le traiter à sa manière. Donc c'est plutôt, on récupère les dates de péremption de vos lots et après, il y a à décider selon votre contexte de est-ce que je considère que je le sors tout de suite? Est-ce que c'est juste une alerte? Il y a plusieurs applications possibles. Alors, comment gérer les buffers sur la capacité finie d'une production? C'est une excellente question. Ouais. Exemple, ma production doit produire X par jour. D'accord. Plusieurs éléments de réponse. Tout d'abord, il faut savoir que le DDMRP, comme le MRP, est à capacité infinie. Donc, c'est une limite, je dirais, à cette méthodologie. C'est pour cela qu'on utilise en complément au DDMRP les fameux outils d'ordonnancement de type DBR qu'on a évoqué tout à l'heure pour Drum Buffer Wrap. Et donc, dans ces outils-là, il y a la capacité de piloter la capacité des contrôles capacitaires de la production. C'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse est que les buffers de stock, lorsqu'ils vont être dimensionnés, vont tenir compte aussi de la capacité de la supply chain. Lorsqu'on disait tout à l'heure que ça fait partie de la valeur ajoutée ou l'intelligence du planificateur de dimensionner au mieux les différentes zones de buffer, il va également tenir compte aussi de cette fameuse capacité. Et notamment, pour répondre plus spécifiquement à votre exemple d'avoir une forme de takt time, par exemple, où on veut lancer, par exemple, un OF par jour ou par semaine, le planificateur va dimensionner, en l'occurrence, la zone verte pour forcer ou encourager une fréquence spécifique de la production. J'ai un client actuellement qui, alors on l'a alerté quand même sur les liens que ça peut faire, mais
qui regarde chez son sous-traitant, il sait qu'il lui envoie en sous-traitance X pièces et qu'il peut envoyer que X pièces par semaine. Et donc, il s'est noté à côté, il regarde, bon, bah, ok, si je peux envoyer que 100 000 pièces, je crée des OF que pour 100 000 pièces. Ça peut être le même principe pour de la production. Le problème à faire ça, c'est que finalement, on masque pour la production, pour le sous-traitant, qu'il y a plus à faire. Et donc, du coup, il vaut mieux parfois montrer qu'il y a plus à faire et par contre, gérer après, et c'est la production qui doit avoir le visu de se dire, ah oui, là, ça dépasse ma capacité, il faut peut-être que je réfléchisse à ouvrir plus temporairement peut-être, ou à ouvrir plus, à investir une équipe supplémentaire, etc. Donc, est-ce qu'il faut vraiment le prendre en compte dès la partie du buffer ou est-ce que c'est plutôt, il faut montrer toute l'envergure de ce qu'il y aurait à faire dans la théorie et que la production s'organise pour le passer? C'est un peu le débat qu'on peut avoir à chaque fois. Dans le calcul du buffer, il y a le point de la variabilité. Est-ce qu'on peut le détailler? Oui, en effet. Alors, il y a différents types de variabilité. Il y a la variabilité du côté client, la variabilité de la demande, mais également la variabilité de la supply. Donc, en fait, c'est typiquement la zone rouge du buffer qui va intégrer l'impact de la variabilité sur la supply chain. Donc, lorsqu'on est du côté plutôt des appros, on va tenir compte, par exemple, de la variabilité d'un fournisseur. On aura une zone rouge qui sera typiquement beaucoup plus petite, beaucoup plus faible si on a un fournisseur à proximité, extrêmement fiable, et à contrario, on aura une zone rouge beaucoup plus importante qui va intégrer une variabilité plus importante si le fournisseur eh bien, il est plus lointain ou il est plus à risque. Et il en est de même d'ailleurs pour des buffers de semi-finis ou des buffers de produits finis dans un réseau de distribution pour tenir compte de la variabilité de la demande. Donc la réponse est oui, on a des règles de dimensionnement de ces fameuses zones rouges qui sont l'équivalent des stocks de sécurité du MRP2. On a une question de Nicolas. Carole Ptak parle de nervosité du MRP. Est-ce qu'on peut expliquer? Alors déjà, Carole Ptak, c'est une des deux cofondateurs de la méthode des DMRP. Et donc, effectivement, dans les MRP classiques, on a coutume de parler de nervosité. Oui, et en fait, cela est dû au fait que dans le MRP2, le MRP est alimenté par les prévisions. Sauf que lorsque la demande réelle arrive, qui est forcément différente des prévisions, eh bien, cela va demander au MRP de modifier son planning pour tenir compte de la demande réelle. Et donc, en fait, ça va introduire la nervosité parce que ces modifications au niveau du produit fini vont descendre en cascade sur chaque niveau de la nomenclature. Et plus, en fait, le MRP, je dirais, a une fréquence importante, et plus il va introduire de la nervosité parce que chaque jour, il va essayer de se synchroniser avec l'avancement de la production et avec les modifications de la demande réelle et va mettre un grand nombre de messages d'alerte. C'est ce que disait Frank tout à l'heure, où chaque jour, le planificateur va être soumis à une avalanche d'alertes MRP, plus tôt, plus tard, plus, moins, annule, tel ordre, et ainsi de suite. Donc c'est pour ça qu'on a, les utilisateurs de MRP, ils ont mis en place tout un tas de mécanismes pour calmer cette nervosité, notamment en espaçant la fréquence du CBN ou du MRP, plutôt que de le faire tous les jours, ils vont le faire 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, ou alors avec des time buckets justement un peu plus larges, ils ne peuvent travailler non plus à une maille journalière, mais à une maille hebdomadaire, ou alors en simplifiant la nomenclature, en retirant, je dirais, un niveau de la nomenclature. Donc il existe des petites approches comme cela pour calmer la nervosité du MRP, mais qui ont toutes des effets secondaires. Petit retour d'expérience, juste Nicolas qui nous dit qu'il a mis en place pour des articles de négoce à date 99,62% de dispo sur les centaines d'articles de négoce. Je recommande vivement. Merci pour ce témoignage, Nicolas. Ça donne envie, effectivement. Il y a des très belles histoires en MRP et ça fonctionne. Il y a des vrais impacts pour les industriels qui l'ont mis en place. Mais attention, c'est pas non plus, c'est pas parce que c'est une méthodologie simple visuellement que c'est simple à mettre en place. Non. Je pense que Nicolas a quand même dû travailler pas mal et structurer tout son service pour arriver à ces beaux chiffres. Félicitations en tout cas. En tout cas, merci à tous pour avoir
participer à ce webinaire et n'hésitez pas, on fait régulièrement des webinaires avec Florian sur des thématiques autour de la planification supply chain ou avec d'autres consultants de Alchemist, que ce soit autour du SNOP, du DDMRP ou d'autres approches de planification. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous suivre. Merci à tous et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.